Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP Mali-Koura et le parti Élément Le Changement, dans un communiqué commun, ont exprimé leur désaccord quant au retrait du Mali de la CEDEAO. L'International Rescue Committee, dans son dernier rapport, déplore les conditions humanitaires dans la région de Ménaka qui reçoit des déplacés. Tension au Sénégal après l'annonce du report de l'élection présidentielle samedi dernier. Nous ferons le point de la situation dans ce journal. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur TM1. Dans un communiqué conjoint le dimanche 4 février, le M5 RFP Mali-Koura et le parti Élément Le Changement ont exprimé leur profond désaccord suite à deux décisions majeures prises par les autorités de la transition au Mali, celle mettant fin à l'accord pour la paix issu du processus d'Alger et le retrait du pays de la CEDEAO. Paul Yapinguesson. En effet, en l'espace de seulement 4 jours, soit les 25 et 28 janvier 2024, les autorités de la transition ont annoncé deux décisions d'importance capitale pour le pays sans aucune consultation préalable des forces vives de la nation. La première décision concerne la résiliation immédiate de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, ainsi que l'initiation d'un dialogue direct entre les différentes factions maliennes. La seconde décision concerne le retrait du Mali de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le M5 RFP Mali-Koura et le parti Élément Le Changement ont pris acte de la décision de mettre fin à l'accord pour la paix, mais expriment leurs regrets quant au moment choisi pour cette résiliation. Ils estiment que la position actuelle du Mali aurait pu faciliter la mise en œuvre des aspirations légitimes du peuple malien qui réclame depuis 2019 une révision de cet accord pour un règlement politique durable du conflit. Les deux parties rappellent également leur appel constant à l'ouverture d'un dialogue direct entre les acteurs maliens, y compris les groupes armés, dans le but de parvenir à une paix inclusive. En ce qui concerne le retrait du Mali de la CEDEAO, le M5 RFP Mali-Koura et le parti Élément expriment leurs surprises et leurs désaccords. Ils estiment que cette décision ne fera qu'aggraver la crise multidimensionnelle que traverse actuellement le pays, mettant en péril les intérêts des citoyens maliens déjà durement éprouvés. En conclusion, le M5 RFP Mali-Koura et le parti Élément appellent les autorités de la transition à reconsidérer la décision de retirer le Mali de la CEDEAO. Il les exhorte à se concentrer sur l'identification des lacunes de l'organisation régionale et de proposer des solutions appropriées. Sur le retrait des pays de l'Alliance du Sahel de la CEDEAO, l'ancien premier ministre malien, Moussa Mara, a exprimé sa désapprobation par rapport à la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Se retirer de la CEDEAO, ce n'est pas seulement se retirer de la CEDEAO, c'est de prendre le chemin inverse à l'unité africaine, aux États-Unis d'Afrique. Alors que le Mali, le Burkina et le Niger, même les autorités actuelles de ces pays parlent de panafricanisme. Donc moi, j'estime simplement qu'il y a des désaccords, il y a des divergences, et les désaccords et les divergences doivent pouvoir être résolus par des discussions. Cette décision de se retirer de la CEDEAO devrait être prise après concertation des forces vives nationales. Le président de l'UAD, Ngoyan Coulibaly, de son côté estime que cette décision est une réponse légitime aux aspirations et aux besoins réels de nos peuples, tout en félicitant et encourageant les autorités du Mali, du Burkina et du Niger pour cette décision hautement patriotique pour l'indépendance, la stabilité et le développement des pays de l'AES. Quant à Mamadou Ismaël Konaté, ancien ministre de la Justice, cette décision plonge le Mali dans une période de confusion. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso estiment que la CEDEAO ne répond plus aux aspirations de leur peuple. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme, souligne le communiqué conjoint en date du 28 janvier dernier. L'International Rescue Committee a prévenu dans un rapport publié le 2 février 2024 que les conditions humanitaires s'aggravent à Ménaka avec l'arrivée de cette semaine de plus de 4000 nouvelles personnes déplacées dans la zone. Djeneba Samaki. Dans la dernière semaine de janvier 2024, l'IRC a recensé une arrivée massive de plus de 4690 personnes à cause de l'insécurité. Elle afflue des localités périphériques de la ville de Ménaka. Selon l'IRC, outre cette arrivée massive de déplacés, la ville de Ménaka est soumise depuis décembre 2023 à un problème d'accès aux produits de base. Les prix des denrées de première nécessité ont explosé, les marchés se vident et le peu qui reste peine à nourrir les nouveaux arrivants et les communautés hôtes.
La rareté ou l'absence de vols pour acheminer de la nourriture et des médicaments vers Ménaka ne fait qu'exacerber la crise. De plus, l'arrivée massive des déplacés exerce une pression supplémentaire sur les ressources existantes et crée des besoins de plus en plus grands et spécifiques. Mathias Meyer, directeur pays de l'IRC pour le Mali, a assuré qu'avec la situation actuelle à Ménaka, les populations ont besoin de tout, à commencer par les besoins humains les plus élémentaires tels que l'eau, la nourriture, un abri et un assainissement adéquat. L'IRC appelle les autorités et la communauté internationale à agir en finançant les plans de réponse aux besoins humanitaires afin de mieux soutenir les populations les plus vulnérables et les plus durement touchées par le conflit. L'IRC a souligné qu'en 2023, les plans de réponse humanitaire du Mali n'étaient financés qu'à hauteur de 30%, ce qui signifie que des millions de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire n'ont pas pu bénéficier d'une aide vitale. L'IRC appelle également à la mise en place des corridors humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence. En 2023, l'IRC assure avoir soutenu plus de 313 732 personnes affectées par les effets directs ou indirects du conflit. La ville de Niamey est déclarée depuis le 30 janvier dernier infectée par la grippe aviaire hautement pathogène dans un rayon de 10 km à la suite de la découverte d'un nouveau foyer de la maladie dans une ferme avicole dans la capitale. Assitoumani Koulibaly. En février 2022, ce sont 10 foyers de la grippe qui avaient été recensés dans des élevages à Niamey, Tillabéri et Dosso, ce qui a affecté quelques 89 998 poules pondeuses, 558 poussins et 298 cailles, selon le ministère de l'élevage. C'est selon un arrêté du gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, que la présence de la grippe aviaire hautement pathogène H5N1 affectant plusieurs espèces d'oiseaux d'élevage, les oiseaux d'ornement et les oiseaux sauvages avec un taux de mortalité élevé a été confirmé par le laboratoire Labocel le 27 janvier 2024 dans une ferme avicole familiale sise au quartier Plateau dans l'arrondissement communal Niamey 1. Ainsi, sur proposition du directeur régional de l'élevage, le gouverneur de la région a déclaré à travers un arrêté en date du 30 janvier que la ville de Niamey était déclarée infectée de grippe aviaire hautement pathogène sur un rayon de 10 km. À ce jour, toutes les espèces susceptibles de contracter ou de véhiculer la maladie visée sont placées sous surveillance sanitaire des services vétérinaires qui appliqueront les mesures prévues par la réglementation. Il convient de rappeler que le virus de la grippe aviaire peut être transmis aussi à l'homme par les contacts fréquents et intensifs avec des sécrétions respiratoires ou des déjections d'animaux infectés. Comme pour les derniers cas enregistrés ces dernières années, les autorités régionales ont annoncé des mesures pour enrayer l'expansion de l'épidémie. La tension est montée au créneau au Sénégal depuis samedi après l'annonce du report de la présidentielle prévue pour le 25 février par le président sortant Macky Sall. Une nouvelle qui passe mal pour l'opposition mais aussi la société civile. Aminata Keïta. Le report de la présidentielle au Sénégal, annoncé par le chef de l'État Macky Sall le 3 février sur fond de tension entre la Cour constitutionnelle et le Parlement, suscite depuis un tollé. Notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Depuis hier dimanche, des heurts ont éclaté à Dakar entre forces de sécurité et manifestants protestant contre le report.
Les gendarmes ont lancé des grenades lacrymogènes contre les manifestants sur l'un des principaux axes routiers de la capitale. Des jeunes scandant Macky Sall dictateur ont incendié des pneus. Le report de l'élection présidentielle au Sénégal est une première dans le pays, considérée par l'opposition comme un coup d'État constitutionnel. Les députés du groupe parlementaire de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi annoncent attaquer en justice le décret du président Sall reportant la présidentielle. Nous ne souhaitons pas également le coup d'État constitutionnel qui est en train de se passer. Parce que les coups d'État militaires ne sont que la réponse aux coups d'État institutionnels parfois qui se passent dans les pays. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi va déposer demain au niveau du Conseil constitutionnel un recours contre la résolution mettant en place la commission d'enquête parlementaire. Et les arguments ont été bien développés dans le recours qui sera déposé demain. Nous attendons également la promulgation, il faut qu'on informe tout le monde, la promulgation de cette présente loi sur le report de l'élection pour l'attaquer au niveau du Conseil constitutionnel. L'opposante et ancienne première ministre Aminata Touré a été arrêtée lors des rassemblements dimanche. Les autorités ont suspendu le signal de la télévision privée Walf TV, mais aussi l'accès à l'Internet mobile. La CEDEAO a annoncé prendre note de la décision et exprimer sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection. Ce matin, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé les Sénégalais à régler leurs différends politiques par la concertation, l'entente et le dialogue. Ce lundi, les députés devaient se réunir pour examiner une proposition de loi sur le report de la présidentielle pour une période de 6 mois. Le texte doit être approuvé par les 3/5 des 165 députés pour être validé. Direction la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations connaît ses affiches pour les demi-finales. Elles sont désormais 4 équipes à s'imposer afin de décrocher la coupe. On les découvre avec Assetoumani Koulibaly. Ils sont tous d'anciens vainqueurs. Le Nigeria du ballon d'or africain Victor Osimhen, l'Afrique du Sud du gardien Ronwen Williams, qui a été samedi l'une des plus belles révélations de la CAN, la RD Congo qui développe une puissance physique impressionnante et la Côte d'Ivoire, le revenant, qui a réussi à se forger un mental d'acier. La première affiche de cette demi-finale est la rencontre entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Leurs confrontations enregistrées à la CAN restent celles de 2000 et 2004. D'un côté, le Nigeria, porté par Victor Osimhen, avec à ses côtés Ademola Lookman, est en quête d'une 4e étoile après 1980, 1994 et 2013. En 20 participations, le pays dispute sa 16e demi-finale. De l'autre côté, l'Afrique du Sud, amené par son gardien Ronwen Williams, qui a démontré qu'il est l'un des meilleurs portiers du continent avec 4 tirs au but arrêtés et plusieurs parades dans le match, veut sa 10e étoile après celle de 1996. Avec 8 titulaires, jouant dans le même club, les Mamelodi Sundowns, une des meilleures formations d'Afrique, les Bafana Bafana s'appuient sur des habitudes collectives rares qui font la différence. L'Afrique du Sud sera face au Nigeria le 7 février 2024. La seconde affiche de ce dernier carré opposera la RD Congo à la Côte d'Ivoire. Les deux équipes se sont déjà affrontées à ce stade de la compétition, c'était en 2015, en Guinée équatoriale. Les Ivoiriens l'avaient emporté 3-1 avant de remporter la CAN quelques jours plus tard aux dépens du Ghana. L'atout numéro 1 des Léopards reste sans nul doute la force physique, notamment dans sa défense, ainsi que des qualités personnifiées par Chancel Mbemba. L'équipe rêve d'apporter une étoile au pays, lequel n'a pas été auréolé depuis 50 ans, en 1968 sous le nom de Congo-Kinshasa et en 1974 sous le nom du Zaïre. Quant à la Côte d'Ivoire, elle n'est pas prête à laisser la coupe quitter son territoire. Les Ivoiriens revenus de nulle part et qualifiés in extremis enchaînent depuis les miracles. Jusqu'où le miracle va-t-il s'arrêter? Jusqu'à une 3e étoile, espère tout un peuple après 1992 et 2015. C'est avec cette page sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.